En raison de mon travail de comédienne, des textes sont entrés en moi. Ils se sont installés et ne m'ont plus jamais quitté. Ce sont des occupants discrets qui occupent ma mémoire, mais qui peuvent être réveillés à n'importe quel moment. L'un de ces textes qui vivent en moi est celui d'un spectacle que j'ai présenté à Paris, au Théâtre de la Bastille, avec la compagnie de théâtre de T.G. Stan en 2001. Ce texte qui ne m'a jamais quitté depuis le jour où je l'ai appris par cœur. Merci. « 1937. Congrès des écrivains soviétiques. L'une des pires années. Les gens tombaient comme des mouches tous les jours. Les amis de Boris Pasternak se réunirent autour de lui et lui dirent « Si tu parles pendant le congrès, ils vont t'arrêter. Et si tu ne parles pas, ils t'arrêteront tout de même, pour insubordination ironique. » 2000 personnes étaient présentes. Jdanov, l'assassin politique stalinien, était là, assis sur la scène. Le congrès dura 3 jours. Et tous les discours disaient « Merci au frère Staline, merci au père Staline, merci au nouveau modèle de vérité stalinienne. » Et Pasternak, pas un mot. Au 3e jour, ses amis lui dirent « Fais ce que tu veux, ils vont t'arrêter. S'il te plaît, peut-être pourrais-tu dire quelque chose que nous pourrons garder avec nous quand tu seras en prison. » Pasternak était un homme d'une beauté incroyable. Il mesurait plus d'1,80 m et quand il se levait, tout le monde le remarquait. Alors, Pasternak se lève. Il monte sur la scène et lança un numéro. C'était le numéro d'un certain sonnet de William Shakespeare que Pasternak avait traduit en russe, et dont les Russes disent encore aujourd'hui que c'est, à part Pouchkine, l'un des grands textes de la langue russe. Mais c'est de l'anglais. C'est Shakespeare. C'est une traduction de Pasternak. Un sonnet de Shakespeare sur la mémoire. Et quand Pasternak monte sur la scène et lança ce numéro, 2000 personnes se lèvent et récitent par cœur le sonnet de Shakespeare, la traduction de Pasternak. Et cela voulait tout dire. Cela voulait dire, vous ne pouvez pas nous toucher, vous ne pouvez pas détruire la langue russe, vous ne pouvez pas détruire Shakespeare, et vous ne pouvez pas détruire le fait que nous sachions par cœur ce que Pasternak nous a donné. Et Pasternak ne fut pas arrêté. C'est l'une des grandes histoires. Quand nous allons rendre visite à notre grand-mère au village, nous avons l'habitude d'apporter des petits cadeaux pour la maison. Confiture, saucisson, fromage, huile d'olive, olives, amandes. Mais à l'occasion de l'une de ces visites, nous avons rapporté des livres, des cajots remplis de livres. Et ce qui s'est passé lors de cette visite m'a rappelé une émission de télévision. Une émission de télévision de la chaîne hollandaise VPRO, que j'avais vue quelques années plus tôt. Rentré chez moi, j'ai recherché cette émission sur internet. Elle s'intitule « De la beauté et de la consolation ». Van de Schoonheid en de Troost en néerlandais. Van de Schoonheid en de Troost, de la beauté et de la consolation. L'auteur de cette émission s'appelle Wim Keizer. Et dans cet épisode, Wim Keizer interviewe le professeur de littérature George Steiner. J'ai recherché cet épisode sur internet et je l'ai téléchargé sur mon ordinateur. J'en suis devenu obsédé. Tous les jours, je regardais cet épisode comme un gamin qui, chaque soir, demande qu'on lui raconte une histoire. Et si on la raconte avec un détail différent, elle dit « Non, 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 c'est pas comme ça ». Et comme ce gamin, j'ai appris par cœur l'épisode. Je crois que nous sommes ce dont nous nous souvenons. Et ce qui est en nous, ils ne peuvent pas nous le prendre. Laissez-moi expliquer précisément ce que je veux dire. Au XXe siècle, nous avons appris qu'on peut tout nous prendre. Notre maison, notre famille, notre gagne-pain. Nous avons appris que dans ce monde, nous sommes tous des vagabonds. Que dans ce monde, nous sommes tous des proies traquées. Voilà ce qui définit le XXe siècle. Encore aujourd'hui, aux 4 coins du monde, beaucoup de gens vivent cela. Ils deviennent des juifs. Cela signifie qu'ils deviennent des proies ou des prédateurs. Mais ce qui est en nous, ces dictateurs ne peuvent pas toucher à ce qui est en nous. Quand je fais comparoir les images passées, au tribunal muet des songes recueillis, je soupire aux défauts et défuntes pensées. On raconte une histoire vraie d'un des camps de concentration.
Birkenau. À Birkenau, il y avait un bibliothécaire. Il venait d'un des grands séminaires juifs de Pologne. Un homme doté d'une fabuleuse mémoire de la Torah et du Talmud. Il savait les 5 livres de Moïse par cœur, bien sûr, mais aussi de longs passages du Talmud, du Midrash et de la Mishnah. Et dans le camp de concentration, il disait aux gens, « Si tu veux lire quelque chose, viens le lire en moi. Ouvrez le livre de moi-même. » Une image magnifique. En moi, j'ai le livre et vous pouvez le consulter. Ne vous souciez pas d'avoir perdu tous les livres. Lisez-moi. Quand je fais comparoir les images du passé, au tribunal muet des songes recueillis, je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis. Le plus grand hommage qu'on puisse rendre à un poème ou à un texte qu'on aime est de l'apprendre par cœur, by heart, pas by brain, seulement avec la tête, mais by heart, par cœur, avec le cœur, car l'expression est vitale. Imaginez un village derrière des montagnes. Des montagnes recouvertes d'amandiers et de vignes, d'oliviers et d'orangers aussi. Et derrière le village, il y a une rivière sinueuse et sombre. Imaginez 20 maisons. Imaginez le silence. Il y a plus d'un demi-siècle, il y avait du bruit dans ce village. Les mêmes 20 maisons, mais beaucoup de bruit. Il y avait des enfants, il y avait des familles, il y avait plus d'une trentaine d'ânes. Aujourd'hui, il n'y a que des vieillards et il ne reste que 2 ânes. 2 ânes bien vieux aussi. Imaginez une maison au milieu de ce village. C'est la maison de retraite. C'est la maison de retraite des vieillards d'un village où ne vivent que des vieillards. Et c'est là que vit notre grand-mère. Tout ce que je vous demande d'imaginer existe vraiment. À présent, vous l'imaginez un peu différent de ce qu'il est vraiment. Mais ce village existe vraiment. Quoi que vous l'imaginiez autrement ou différent, il existe vraiment ce village. La maison de retraite des vieillards où ne vivent que des vieillards, au milieu du village, existe vraiment. Le silence existe vraiment. Notre grand-mère aussi. Notre grand-mère aussi, elle existe. Vraiment. Elle s'appelle Candida. Quand je fais comparoir les images passées, au tribunal muet des songes recueillis, je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis. Des larmes de yeux, mon œil alors se noie, pour les amis scellés dans la nuit de la mort, rouvre le deuil de l'amour morte et s'apitoie, au réveil sépulcral des intimes remords. Candida, elle a eu 3 enfants, et pendant ce temps ne cessa jamais de lire. 2 enfants sont morts, l'un à la guerre et l'autre renversé par une voiture. Le seul enfant qui survécut fut notre père, le journaliste. Candida demanda à son seul enfant vivant de lui apporter des livres. Quand son corps commença à faiblir, elle décida d'aller vivre à la maison de retraite. Alors moi aussi, le petit fut comédien, avec mon frère, nous lui apportons des livres. Les médecins lui avaient dit qu'elle était en train de perdre la vue. Et c'était juste une question de quelques mois avant d'être tout à fait aveugle. À présent, Candida veut apprendre un dernier livre, le livre définitif. La faveur qu'elle nous a demandée est que nous choisissions ce livre. Je suppose que maintenant vous comprenez la dimension de notre problème. Pressés par le temps, nous devons accomplir cette terrible mission. Quel livre? Quel dernier livre? Il y a une histoire curieuse sur Ray Bradbury. Il a commencé à écrire à cause de sa mémoire. Quand Ray Bradbury avait 10 ans, il avait l'habitude d'écouter un feuilleton radiophonique qui s'intitulait Chandu le magicien. Imaginons que Chandu le magicien passait à la radio tous les jours.
du lundi au vendredi à 4 heures de l'après-midi. L'émission durait une demi-heure. Alors, tous les jours, à 4 heures de l'après-midi, Ray Bradbury, âgé de 10 ans, revenait de l'école, s'asseyait devant le transistor religieusement et écoutait l'épisode du jour. Ensuite, à 4h30, il éteignait le transistor et se mettait à écrire tout ce dont il se souvenait de l'épisode du jour. À force, il a développé une mémoire prodigieuse. Il parvenait à retranscrire mot pour mot chaque épisode de Chandu le magicien. Et je sais pas, c'est peut-être bête, mais je trouve ça très beau, très beau. Le poète russe Ossip Mandelstam fut persécuté, emprisonné, torturé et il mourut à Vladivostok. Tous les livres et les poèmes d'Ossip Mandelstam ont été confisqués. Alors son épouse, Nadejda Mandelstam, apprenait un poème à 10 personnes. Elle invitait des amis et des inconnus dans sa cuisine et apprenait un poème d'Ossip Mandelstam à 10 personnes chaque fois. Cela signifie qu'à la fin des 60 poèmes, il y avait 600 personnes qui les connaissaient par cœur. Et quand chaque personne qui avait appris un poème dans la cuisine de Nadejda l'apprenait à 10 autres personnes, le nombre augmentait incroyablement. Personne ne pouvait les toucher, ces poèmes étaient sauvés. Cela me semble la forme la plus profonde de publier, la publication de l'âme humaine. Dès que 10 personnes savent par cœur un poème, ni le KGB, ni la CIA, ni la Gestapo ne peuvent rien changer. Ce poème survivra. En russe, Nadejda veut dire espoir. Le premier volume de ses mémoires s'appelait Nadejda contre Nadejda. Oui, c'est beau. Et quand je raconte l'histoire de Nadejda, je dois repenser à la fin du livre Fahrenheit 451, quand le pompier Montag tombe amoureux des livres et rejoint la résistance. Et qu'est-ce que la résistance ? Ce sont des hommes et des femmes qui apprennent des livres par cœur. Ils apprennent livres interdits, puis ils brûlent ces livres, pour ne pas être pris avec. Et ils attendent, ils sont des citoyens respectueux, discrets, qui attendent le jour où il sera de nouveau possible de publier ces livres. Le jour où ils seront appelés à réciter à voix haute les livres qu'ils ont dans la tête, où ces livres pourront être de nouveau imprimés. Et dans la résistance, ces soldats, ces hommes, ces femmes ont des noms de code, des noms de guerre, qui sont les noms des auteurs des livres qu'ils savent par cœur, ou alors les titres de ces livres. Il y a par exemple le soldat l'étranger, ou le soldat Camus, le soldat le procès, ou le soldat Kafka. Mon préféré, le soldat les fleurs du mal. C'est bien comme nom pour un soldat, les fleurs du mal, non ? Mais il y a des livres qui sont trop volumineux pour qu'une personne seule les apprenne par cœur. Alors, la résistance forme des couples, des pelotons, des bataillons, des brigades. Il y a un couple très connu, le couple Tolstoï, guerre et paix. Il y a aussi un peloton composé de 7 soldats, le peloton à la recherche du temps perdu. Le bataillon Bible, bien sûr. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, Nous sommes en train de créer le peloton 30, ou le peloton Shakespeare. Et le jour où tous les sonnets de Shakespeare auront été brûlés, détruits, effacés, même d'Internet, on pourra vous appeler, et au moins le sonnet 30 sera sauvé. Mais alors, si mon âme, amie, vers toi se lève, tout mon or se retrouve, et tout mon deuil s'achève. En portugais, apprendre par cœur peut se dire de 2 façons. Aprender de cor, cor, la forme archaïque du mot coração, cœur. Aprender de cor,
apprendre par cœur, c'est très proche. Mais aussi decorar. Decorar veut dire apprendre par cœur, mais aussi décorer. Décorer la maison avec des meubles, décoration d'intérieur, comme dans les magazines. Depuis toujours, je préfère dire aprender decor. Cela me semblait plus romantique et je trouvais que décorar était un peu futile. Allez, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas très important non plus. Je voudrais seulement annoncer au monde que je me suis réconcilié avec le mot décorar. Maintenant, je décore le texte. Nous avons offert les sonnets de Shakespeare à Candida. Je lui ai dit voici les sonnets, et elle a accepté sans poser de questions. Elle m'a remis les derniers livres qu'elle gardait dans les cajots sous son lit. Nous avons vidé sa chambre, et il ne restait plus que les sonnets sur sa table de nuit. Des sonnets pour meubler sa maison intérieure. De retour chez nous, nous avons téléphoné à Candida. Au bout d'une semaine, elle avait déjà appris par cœur 7 sonnets. Un sonnet par jour. Au téléphone, elle nous a dit que nous avons bien choisi. Si c'était agi un roman, elle aurait pu devenir aveugle avant la fin de l'histoire. Après quoi, elle aurait été condamnée à passer le reste de sa vie sans savoir comment l'histoire s'achevait. De plus, ajouta Candida, les poèmes sont magnifiques. À chaque fois que je les lis, je découvre une chose nouvelle. Les poèmes n'ont pas de fin. À ce moment de ma vie, je préfère les choses sans fin. Nous avons demandé à Candida de nous déclamer un sonnet lors de notre prochaine visite. Elle a répondu qu'il était inutile de continuer à lui rendre visite. Elle devenait aveugle. Si elle ne pouvait plus nous voir, mieux valait que nous lui téléphonions seulement. Voilà qui économiserait l'essence du voyage. Candida avait de plus de mal à apprendre les sonnets. Le temps qu'elle pouvait consacrer à la lecture diminuait de plus en plus. Les yeux lui brûlaient, la mémoire l'abandonnait. Le 25 avril dernier, nous avons fêté les 94 ans de Candida et nous avons décidé de lui faire une surprise. Je me suis souvenu de l'histoire d'Anadejda Mandelstam. J'ai réuni 10 personnes afin de lui rendre visite, pour que nous apprenne à sonner. Avec mon frère, on a tout organisé dans le plus grand secret. Notre père journaliste, d'autres membres de la famille, dirigeants du village, 10 personnes. Quand on est arrivé à la maison de retraite, on me dit qu'elle était dans sa chambre. Nous sommes entrés, nous avons fait un cercle autour du lit. Candida ne nous a pas reconnus. Alors qu'elle nous regardait et que les sonnets, ils étaient aussi sur la table de nuit. Candida n'était pas tout à fait aveugle. Et je lui ai demandé, et les sonnets, tu te rappelles les sonnets? Et comme la vieille dame de Red Bradbury, la dame face à la maison prise d'assaut par les pompiers incendiaires, Candida avait les yeux vides face au mur. La langue s'agitait dans sa bouche, les yeux semblaient vouloir se souvenir de quelque chose. Puis elle s'est souvenue, et elle dit « Quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs les jours trop cueillis. Des larmes oublieux, mon œil alors se noie, pour les amis scellés dans la nuit de la mort. Rouvre le deuil de l'amour morte et s'apitoie au réveil sépulcral des intimes remords. Je souffre du retour des tortures souffertes. Je compte l'indolence de douleur en douleur, le total accablant des blessures ouvertes, et j'acquitte à nouveau ma dette de malheur. Mais alors, si mon âme, amie, vers toi se lève, tout mon or se retrouve, et tout mon deuil s'achève. Sonnet numéro 30 de William Shakespeare. Merci. C'est pour vivre avec ces discrets occupants de notre mémoire que, quand notre grand-mère allait devenir aveugle et qu'elle nous a demandé un dernier livre qu'elle pourrait apprendre par cœur afin de pouvoir lire mentalement quand elle ne verrait plus, on s'est lancé dans ce voyage. Un voyage littéraire et limbiratique qui aujourd'hui se poursuit encore.
parce que je savais que c'était un voyage en quête de ces mots qui pourraient être les derniers de notre grand-mère et, qui sait, nos propres derniers mots.